Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par l'association Coactis Santé sur le thème handicap et cancer en cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Ce webinaire s'adresse à vous tous, professionnels de santé, pour vous accompagner dans votre pratique auprès des patients en situation de handicap. Et si nous avons mis ces mots au pluriel, c'est pas par hasard, car sur un sujet aussi vaste, les situations sont évidemment plurielles et les réponses aussi. Mais le dénominateur commun pour une prise en charge optimale, c'est d'avoir conscience des spécificités de cette patientèle pour pouvoir mieux l'accompagner. Je suis Emmanuelle Dalseco, je suis journaliste spécialisée dans le handicap depuis une vingtaine d'années. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure. Je précise que ce webinaire est sous-titré et traduit en langue des signes française. J'en profite pour remercier nos 2 interprètes ainsi que nos équipes techniques. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur le chat. On y répondra en direct. On va essayer de respecter le timing et d'avoir une dizaine de minutes pour que vous puissiez vous poser vos questions à la fin du webinaire. Et je voudrais surtout remercier les partenaires de Coactis Santé qui ont assuré la diffusion de cette information. Je précise également que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible très bientôt en replay. Pour prendre conscience des enjeux sur le thème handicap et cancer, je vais vous donner 3 chiffres qui sont plutôt alarmants. 86% des femmes en situation de handicap déclarent n'avoir jamais eu de mammographie et 26% n'ont jamais effectué de frottis. Un autre chiffre, une tumeur est détectée à 1,8 cm en moyenne chez une femme valide contre 3,5 chez une femme handicapée, ce qui réduit évidemment ses chances de survie. Un dernier chiffre, les personnes en situation de handicap participent 2 fois moins au dépistage national des cancers, selon un rapport de l'ANCREAI. Pour quelle raison? Parce que les messages de prévention et de campagne ne sont pas toujours compris, parce que les prises de rendez-vous sont souvent complexes, parce qu'il y a assez peu d'équipements adaptés et des médecins assez peu formés. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évite de faire l'impasse sur cette patientèle lorsqu'on est un professionnel de santé? Comment est-ce qu'on lui apporte des réponses pertinentes? Comment est-ce qu'on crée un environnement d'accueil adapté? C'est un sujet qui semble être important puisque vous êtes aujourd'hui 1200 inscrits. Pour commencer, il était important qu'on donne la parole aux personnes concernées. Alors, on remercie les Papillons Blancs de Dunkerque qui nous ont réalisé une courte vidéo de 4 témoins confrontés au cancer. On se retrouve dans 3 minutes chrono. Aujourd'hui, on parle handicap et cancer. André, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez appris que vous étiez malheureusement atteint d'un cancer? J'ai fait malade en fait. Les pompiers m'ont pris, j'étais à l'hôpital. Il m'a vu, j'avais un colon, le colon qui n'allait pas bien. Et j'ai appris qu'il y avait un cancer. Je voulais j'avais j'étais voir le docteur. J'ai fait mammographie. Vous avez eu peur lors du diagnostic? Oui. Ah oui, quand même. On s'aperçoit qu'il y a des difficultés pour l'accès au dépistage. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, j'ai un ganglion et du coup, j'ai dû aller faire une mammographie suite à un examen. Et la première mammographie, c'est pas trop bien passé parce que je suis arrivée dans le centre de mammographie. On m'a demandé si je pouvais me lever, ce qui n'est pas le cas. Puis je me suis sentie pas écoutée. Ça fait 2 ans que je teste le dispositif et je vois des améliorations chaque année. Donc je pense que ça se passe de mieux en mieux. Il y a la problématique du dépistage, mais il y a aussi la problématique de la compréhension. Comment ça s'est passé pour vous au niveau des explications et du jargon médical notamment? J'ai pas trop écouté. C'est pour ça que je bien. J'ai pu constater à quel point ça pouvait être compliqué de comprendre le langage médical et donc on a besoin, en tant que patient, on a besoin d'être assuré. Les médecins vont nous poser la question sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous avez mal. Moi j'ai assisté à une consultation où la personne en situation de handicap ne comprenait pas. Par contre, en montrant des images avec des petits bonhommes qui grimaçaient plus ou moins,
bien là, le regard de cette personne en situation de handicap s'est complètement éclairé. Je me suis aussi heurtée parfois à une incompréhension administrative. Au départ, l'administration ne comprenait pas que je puisse pas faire un transfert dans une voiture lambda et que je demande une ambulance couchée. André, vous ne vous êtes jamais fait dépister et je crois que vous avez un message de sensibilisation. Non, j'ai jamais fait de dépistage. Je raconte mon histoire pour faire comprendre. C'est important de dépister. Merci beaucoup pour vos témoignages. Maintenant, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos expertes. Tout d'abord, le docteur Axel Dupré, qui est médecin généraliste au sein du Square de la Mutualité et référente du projet handicap. Camille Coudrine, qui est directrice adjointe du Centre de santé du Square de la Mutualité à Paris. Et enfin, le docteur Claire Chara-Bruno, qui est oncologue, radiothérapeute, responsable du parcours sain à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Mais avant de donner la parole à nos expertes, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour vous présenter Coactis Santé. Donc, c'est une association qui a été créée en 2010 pour améliorer l'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. Elle s'adresse en réalité à un public beaucoup plus large, aux personnes âgées, aux personnes ayant des difficultés à s'exprimer en français ou en situation de précarité sociale. Coactis mène des actions de sensibilisation tout au long de l'année. Elle a créé un vaste réseau de partenaires. Elle développe des solutions au service de la relation patient, aidant, professionnels de santé. Elle s'appuie pour cela sur 2 actions concrètes. La première, c'est Santé BD. Ce sont des BD qui sont destinés au grand public. Elles permettent de préparer un rendez-vous médical, un examen ou d'informer sur une maladie ou un trouble en conjuguant images et textes simplifiés. L'objectif étant pour le patient de diminuer ses appréhensions, mais aussi de proposer un outil de communication entre le praticien, le patient et ses aidants. Plus de 90 thèmes ont été abordés, dont une cinquantaine sont traduits en 5 langues. Sur précisément les ressources qui ont été mises en place pour le cancer. Il y a plusieurs BD qui sont disponibles. Elles ont été réalisées avec des experts de ce thème. Là, vous voyez les noms qui s'affichent. Elles portent sur toutes les étapes clés qui sont la prévention, le dépistage, le traitement. Donc, on a quelques exemples ici. Ça peut être la mammographie, le dépistage du cancer de l'utérus, du cancer colorectal, je suis soignée pour un cancer, mieux vivre avec mes traitements. Concrètement, c'est 24 pages en format A4 avec des dizaines de dessins, alors qu'on peut obtenir en version numérique à la fois sur le site de Santé BD et de e-cancer, mais également en version papier, en imprimant soi-même ou en passant commande chez Coactis Santé. Sur notre site, ces BD sont gratuites et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont personnalisables avec la possibilité de choisir son personnage, donc un enfant, un adulte ou une personne âgée. En partenariat avec l'INCa, l'Institut national du cancer, Coactis a depuis plusieurs années bénéficié de son expertise pour des santé BD sur le thème du cancer. Il y a plusieurs brochures qui ont été co-créées avec l'INCa sur notamment la vaccination sur le papillomavirus et qui ont été diffusées largement dans les établissements scolaires et elles sont traduites en 12 langues. Coactis met également à disposition des posters, dont un porte sur la mammographie, et elle a réalisé également quelques vidéos sur notamment des examens d'imagerie. Enfin, elle met à disposition des familles et aussi des professionnels une banque d'images, 20 000 images au total, qui sont téléchargeables sur santébd.org et qui permettent de créer sa propre BD personnalisée et de l'adapter au handicap de chaque patient. Il y a ensuite un deuxième volet qui est les ressources pour les professionnels de santé. C'est le site handyconnect.fr qui permet de vous outiller et de vous donner des conseils très concrets pour accueillir un patient en situation de handicap.
Il propose également un annuaire de formation et permet aussi d'avoir accès à une expertise lorsque vous avez besoin de conseils spécifiques. Sa plus-value, donc, c'est des fiches très pratiques, des fiches techniques, synthétiques, en 3 ou 4 pages, qui sont dédiées à une soixantaine de thèmes et qui sont disponibles gratuitement. Alors, pour l'heure, il n'en existe pas spécifiquement dédié au cancer, mais il existe une fiche sur l'accueil d'un patient en situation de handicap, qui peut être par exemple sourd ou non-verbal, qui est sur le point d'être publiée, qui peut servir dans tous les cas de figure pour cet accueil. Donc voilà, en quelques mots, un rapide tour d'horizon des actions de Coactis Santé. Maintenant, je vais donner la parole au Square de la Mutualité. Alors, cancer et handicap, c'est un sujet dont s'empare très, très, très timidement le monde de la santé. Certaines initiatives ont vu le jour ces dernières années. Il y en avait pas mal. Nous, on a fait un focus sur 2 initiatives innovantes. Et donc, je donne la parole au centre de santé du Square de la Mutualité à Paris, à Camille et le docteur Axel Dupré-Layé. Merci. Bonjour à tous. J'espère que c'est bon pour l'écran, ouais. Donc en 2022, grâce à un appel à projet de l'Institut national du cancer, notre centre de santé, donc à Paris dans le 5e, a pu créer, développer et mettre en œuvre un dispositif qu'on a appelé diagnostic santé, orienté dépistage des cancers pour les patients en situation de handicap. Donc l'idée, c'est que là, on a avec le docteur Axel Dupré-Layé, on va faire une présentation à 2 voix pour, en 20 minutes, vous présenter rapidement ce diagnostic santé, le détail du parcours et surtout, depuis 12-18 mois, notre centre a pu accueillir pas loin de 100 patients en situation de handicap dans le cadre de ce diagnostic santé. Et l'objectif, là, c'est qu'on a pu regarder les prérequis, les facteurs clés de succès qui ont permis de faire de ce parcours une réussite. Et l'objectif, c'est de partager ça avec vous pour voir si, à votre tour, voir comment, au sein de vos structures, vous pourriez éventuellement sensibiliser les patients en situation de handicap, favoriser la prévention et le dépistage chez ces patients. Emmanuel Del Secco l'a redit en introduction, les chiffres sur le dépistage des cancers ne sont pas bons, et encore plus chez les patients en situation de handicap, parce que les personnes en situation de handicap méconnaissent l'existence du dépistage, que la prise en charge des patients de manière générale, elle est plus complexe, et encore plus pour les examens de dépistage qui nécessitent du coup d'avoir une prise en charge vraiment adaptée et personnalisée. Et il y a un enjeu à décloisonner le monde du sanitaire et le monde du médico-social pour qu'on travaille mieux ensemble. C'est en partant de tous ces constats et de la connaissance qu'avait le centre de santé des personnes en situation de handicap et de notre volonté de vraiment favoriser l'accès aux soins pour eux que nous avons pu développer ce dispositif que Axel va présenter. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous faire déjà une vision globale, vous présenter un peu ce fameux diagnostic santé. On vous détaillera ensuite par la suite, voilà, chaque étape. L'idée de ce diagnostic, c'était effectivement de mieux prévenir et de dépister les cancers chez les personnes en situation de handicap. C'est un projet que nous avons porté en tant que centre de santé. Avec l'aide de notre hôpital partenaire, qui est l'Institut Mutualisme Montsouris, à Paris également, dans le 14e. Et c'était un appel à projet de l'INCa, l'Institut national du cancer. L'idée, en fait, de ce diagnostic santé, c'est de dépister plusieurs cancers en une demi-journée maximum sur une seule unité de lieu, donc dans notre centre de santé. Avec un accompagnement dédié et adapté à chaque patient. Les cancers qu'on propose de dépister sont les suivants: le cancer colorectal, du sein, du col de l'utérus. Donc ça, c'est les cancers qui sont déjà organisés par la sécurité sociale. Et également, on propose le dépistage du cancer de la peau, du poumon et de la prostate, au cas par cas, en fait, en fonction des facteurs de risque de chaque patient. Je vous propose de visionner une courte vidéo sur le déroulé de ce bilan dans notre centre de santé.
Donc c'est Clément qui va lancer la vidéo. La Centre de la Mutualité est venue dans notre ESAT pour nous donner une séance sur la nutrition et vous nous avez également proposé un dépistage de 5 cancers en 4 heures, en une même journée. Donc c'est pour ça que je suis venue. Je pense que c'est important que les professionnels de santé s'emparent de ce sujet et s'intéressent vraiment au parcours, aux difficultés rencontrées, permettent de les inclure dans les bilans de suivi en ville, hein, comme tout le monde, et puis qu'ils soient adaptés, qu'on ait quand même du matériel adapté, des personnels formés et qui sont accueillants pour ces personnes, qui peuvent avoir un discours réconfortant. C'est important aussi. La deuxième chose importante, c'est qu'on sous-diagnostique beaucoup. Ils présentent souvent des facteurs de risque en discutant avec les équipes, hein, les acteurs du monde du handicap. On a découvert aussi des affections chez les personnes en situation de handicap qui n'existaient plus en population générale, parce qu'on s'est, notamment en gynéco, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes en situation de handicap mental n'étaient pas considérées comme des femmes qui avaient une activité sexuelle, donc pas de raison de les suivre en gynéco. Notre bilan, il permet ça, il permet aussi je dirais pas une nouveauté, mais une différence avec nos consultations habituelles, dans le sens où la préparation en amont a toute son importance. Aller chez le médecin, c'est anxiogène, faire des examens, c'est anxiogène, et c'est un vrai frein à la réalisation des examens, notamment les examens de dépistage. Notre mission, c'est aussi d'accompagner ces patients et de les rassurer, leur donner confiance et de leur montrer le vrai bénéfice de ces dépistages pour dépister des lésions précancéreuses ou en tout cas au stade précoce et leur permettre de ne pas entrer dans la maladie et dans des soins plus lourds qui pourraient les mettre encore plus en difficulté. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai 50 ans, donc c'est à risque. Et puis il y a 4 personnes de ma famille qui ont le cancer. Je voulais déjà le faire, mais je trouvais ça compliqué. Et puis je connais pas trop quel cancer que je dois le faire. Je trouve ça ici c'est très bien. Ça me convient. Donc voilà notre petite vidéo de présentation. Maintenant, avec Camille, nous allons vous présenter le parcours du patient. Donc ça, c'est pour vous montrer une vision globale. On vous détaillera ensuite, étape par étape, le parcours. L'idée, c'est de voir que ce parcours, il a été articulé en 3 temps. Le premier temps, c'est le temps en amont. Comme vous pouvez le voir, qui occupe une grande partie. D'abord, la communication, l'aller vers les structures, les patients qui pourraient être intéressés par ce type de dépistage. Ensuite, l'organisation du bilan. Donc, nous, on propose un numéro unique, ce qu'on a appelé la cellule support handicap. Donc, c'est un coordonnateur dédié qui reçoit l'appel du patient ou de la structure, qui lui envoie un questionnaire ou qui l'aide à remplir le questionnaire si besoin, puis qui planifie le diagnostic santé avec le médecin référent en fonction des facteurs de risque du patient et des besoins du patient. Vient ensuite l'étape de l'habituation aux soins. Donc, l'idée, c'est encore une fois, en amont, d'expliquer, d'informer le patient sur ce qui va se passer et lui envoyer des outils ou des dossiers d'information adaptés. Ensuite, le deuxième temps, c'est le bilan en tant que tel, hein, l'étape le jour J au centre de santé. Donc, le patient, il est accueilli, il est accompagné, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Puis, il va se rendre dans une salle de consultation dédiée au bilan. Et puis, tout ça en une demi-journée. Le troisième temps, c'est la restitution des résultats. On propose au patient une consultation de synthèse. Donc l'idée, c'est de lui délivrer en fait les résultats de ses examens, de lui expliquer et d'organiser avec lui la suite de la prise en charge. Tout ça est envoyé au médecin traitant également, qui est informé aussi des résultats des examens. Voilà, donc ce qu'on voulait vous proposer, c'était de reprendre
chacune de ces étapes et de vous dire un peu les points importants à avoir en tête et pour que le dispositif puisse se passer au mieux au sein des structures. Donc, avant de rentrer dans le détail du parcours, il y a juste quelques prérequis qu'on trouvait important de rappeler ici. C'est avant tout, bien évidemment, il faut que l'ensemble des professionnels adhèrent au fait que on puisse, au sein de notre centre, favoriser l'accès aux soins des patients en situation de handicap. Et pour qu'il y ait adhésion, c'est vrai que, notamment de la part des médecins, il faut qu'on puisse leur assurer que ça viendra pas trop perturber leur journée puisqu'ils sont hyper sollicités compte tenu de la demande médicale. Donc, c'est qu'on puisse vraiment dédier du temps supplémentaire parce que la prise en charge des patients en situation de handicap, elle nécessite d'avoir du temps supplémentaire. Et donc, c'est vraiment important et ça va expliquer aussi ce qu'on a mis en place, de pouvoir en amont identifier ça pour que ça perturbe pas les vacations des médecins. De la même manière aussi, les autres professionnels, les secrétaires d'accueil, les assistants médicaux, etc., pareil, il faut favoriser leur adhésion, il faut les rassurer et il faut les former à l'accueil des patients en situation de handicap, leur donner les bonnes pratiques, la bonne manière de faire, les sensibiliser à comment est-ce qu'on prend en charge un patient malentendant, un patient malvoyant, un patient en fauteuil. Donc, c'est une sensibilisation assez simple en fait que nous on a réussi à mettre en place au sein de notre centre parce qu'il existait beaucoup de formations mais qui nécessitaient pas mal de temps en fait à dégager pour nos professionnels et de fait sur le terrain on n'arrivait pas à pouvoir dégager l'ensemble de nos professionnels sur X journées par type de handicap. Donc on a vraiment créé une formation un peu généraliste pour tous les types de handicap avec les bonnes pratiques, la bonne manière. Et donc, sur un temps convivial à l'heure du déjeuner, c'est aussi l'occasion de fédérer tous nos professionnels autour de ce sujet et ça s'est bien passé. Un troisième point important, c'est le matériel qu'on doit mettre à disposition de nos professionnels pour que tout se déroule au mieux. Au fur et à mesure des échanges qu'on a eus avec les structures médico-sociales, avec nos médecins pour mettre en place ce dispositif, on a eu la possibilité au centre de santé, et on a conscience que c'est une chance et que c'est pas forcément possible dans tous les cas, mais de vraiment dédier un cabinet spécifique pour la prise en charge des patients en situation de handicap, avec du matériel adapté et avec toutes les ressources dont auraient besoin les professionnels pour répondre aux différentes situations qui peuvent avoir avec les patients. Donc, on a un divan réglable en hauteur, bien évidemment, et très modulable pour faciliter la manipulation des patients. Un lève-malade si besoin, si la personne n'est pas en capacité de se lever. Pour la mammographie, pour faire écho au témoignage de la dame des papillons blancs de Dunkerque, on a aussi une chaise qui est hyper ergonomique, qui permet de lever les accoudoirs, etc., pour que le mammographe puisse vraiment se positionner de la meilleure manière qui soit sans avoir à demander à la patiente de se mettre debout. Et puis, toutes les ressources mises à disposition par Coactis, Santé BD, les fiches HandiConnect, la mallette CAPAS pour l'habituation aux soins, bref, tout ça qui est présent dans ce cabinet dédié. L'objectif, c'est que ce soit vraiment le médecin, la structure médicale qui s'adapte aux patients et pas l'inverse. Voilà, si on reprend le parcours, comme le disait Axel, la phase amont, elle est très importante et il y a tout un temps de communication et d'action de sensibilisation à faire avec les structures. C'est un temps qui est long pour pouvoir être référencé, être identifié comme étant un acteur qui prend en charge les patients en situation de handicap. Il y a beaucoup de ressources qui existent et d'acteurs dans le monde du handicap, l'annuaire santé.fr, la communauté 360, la MDPH, les CPTS, etc. Donc, auprès de toutes ces structures, de ces institutions, il faut pouvoir être référencé. Et pour les structures médico-sociales du territoire,
il y a un gros travail de référencement qu'on a fait avec nos équipes en amont et on a proposé donc notre dispositif et au-delà simplement de la présentation du dispositif, on est allé vers ces structures pour proposer des actions de prévention, donc avec Axel, avec notre coordinatrice handicap, avec une infirmière, etc. On a proposé des actions de prévention ciblées sur des thèmes choisis en partenariat avec les structures qui faisaient écho aux difficultés qu'avait la structure. Donc, on a fait une action autour du sommeil, une autre autour de la prévention, pour que ce soit moins anxiogène que le dépistage des cancers. Et l'idée, à la fin, c'était de tourner cette action sur de la prévention et donc parler in fine du dépistage des cancers. Et du coup, il y avait un lien de confiance qui s'était établi et qui ont permis, et vraiment ça a été très efficace pour permettre de faciliter, enfin favoriser en tout cas l'adhésion des structures pour qu'elles puissent venir au centre de santé, bénéficier de ce dispositif parce qu'on a conscience que c'est des freins, c'est compliqué pour les structures, pour les patients en situation de handicap, c'est aller dans un lieu qu'ils connaissent pas, c'est les problématiques des transports, c'est quelqu'un qui doit accompagner, donc ça veut dire que la structure médico-sociale, elle a un éducateur en moins et c'est complexe. Donc il y a tout ça qui a un long temps qu'il faut avoir en tête. Une fois qu'on est identifié, nous, le centre de santé, c'est important aussi qu'on sache bien identifier le patient. Donc, ça veut dire, c'est ce que Axel vous disait, c'est qu'on est vraiment une cellule support avec un numéro dédié, un contact, un mail et un numéro dédié pour pouvoir répondre à tous les types de patients en situation de handicap. Et l'objectif, c'est derrière de recenser les besoins du patient pour voir comment est-ce qu'on peut adapter au mieux la prise en charge, avec une fiche de liaison sur laquelle on va zoomer, qu'on va vous représenter juste après, un questionnaire médical qui permet d'identifier les antécédents du patient, où il en est dans son suivi médical, est-ce qu'il a un médecin traitant, est-ce qu'il a fait les examens, parce que l'idée c'est pas du tout de faire des examens dont il n'aurait pas besoin, mais justement d'adapter la prise en charge à chaque patient. Et avec tous ces éléments, nos équipes, en lien avec le médecin et la structure, organisent au mieux la venue, décident s'il faut ou pas mettre du temps supplémentaire, s'il y a un accompagnement dédié qu'il faut mettre en place pour accompagner le patient tout dans le centre, s'il faut minimiser l'attente, s'il y a un bon transport à proposer en fonction de si le patient est éligible ou pas, etc. Voilà, je vous propose juste de zoomer sur une fiche de liaison sur un type de handicap que Axel va vous présenter. Oui, là on vous a donc c'est ce que disait Camille. Hein, l'idée c'est de faire des fiches. En fait, nous on a décidé de faire des fiches en fonction du type de handicap, donc moteur, psychique, mental, visuel et auditif par exemple. Donc nous on a 4 fiches. Là on fait un petit zoom sur la fiche du handicap psychique, pour vous donner un peu des exemples de sous quelle forme ça se présente. L'idée, en fait, c'est d'identifier les besoins spécifiques du patient. Donc, par exemple, est-ce qu'il aurait besoin d'une attente calme, d'un temps d'attente limité? Est-ce qu'il est sensible à la lumière? Quels moyens de communication il utilise? Quelles attitudes ou gestes il faudrait éviter? Ou quelles aides techniques ce patient a besoin? Voilà des petits exemples. Ensuite, dans le parcours, on a l'habituation aux soins. Donc ça, c'est encore une autre étape. L'idée, c'est de préparer au mieux la venue du patient, de favoriser l'acceptation des soins et la compréhension du patient afin de diminuer l'appréhension de venir et de faire ses examens. Dans les outils, on a, je répète, on a beaucoup utilisé Santé Bébé parce que c'est très bien expliqué et c'est adapté à chaque patient. Nous, on a décidé de remettre un petit dossier d'information au patient en amont, que vous voyez un peu là en exemple, qui lui montre un peu qui on est, le centre de santé, les papiers administratifs à mener, et puis le détail des examens qu'on va lui proposer. Par exemple, le dépistage du cancer du côlon, on va lui expliquer qu'il va rencontrer un médecin généraliste, qui va lui remettre une pochette bleue et lui expliquer comment faire son prélèvement de sel à la maison. Vient ensuite l'étape du rendez-vous médical. Donc le jour J, le patient arrive au centre de santé, il est accueilli par une secrétaire spécifique qui va l'accompagner pendant tout ce parcours.
jusqu'à la salle de consultation. Donc, comme disait Camille, c'est une salle qu'on a voulu unique. Donc, le patient ne va pas bouger de cette salle uniquement pour faire des examens d'imagerie comme la mammographie, par exemple, ou le scanner thoracique. Et c'est les médecins qui vont venir dans la salle consulter le patient. Voilà. Pour les soignants et les médecins, on a mis à disposition dans le cabinet un classeur d'information où il y a tous ces outils, toutes ces fiches intéressantes de HandiConnect, des pictogrammes, des documents FALC faciles à lire et à comprendre. Voilà, tous ces petits outils que le médecin peut utiliser en fonction du patient. Pour le suivi médical, eh bien, c'est le moment de la synthèse. Donc là, on propose une consultation, soit en consultation vidéo, soit en présentiel au patient. Pour lui, tout simplement, donc c'est un médecin généraliste, le médecin référent du bilan, qui va expliquer au patient ses résultats, lui remettre un document de synthèse, également lui remettre un dossier prévention. Donc c'est des petites fiches un petit peu de prévention générale sur des conseils de suivi médical, d'hygiène de vie globale. Et ensuite, ce qui est important, c'est en fonction des résultats du bilan, de bien orienter le patient dans les suites des bilans, vers l'hôpital si besoin, si on a malheureusement un dépistage qui est revenu positif, et puis de continuer à bien identifier ce patient pour qu'il soit accompagné à chaque étape de ces rendez-vous de suivi. Voilà, donc vous l'avez compris, on a développé pas mal d'outils. Ce webinaire a été aussi l'occasion pour nous de tous les recenser et de constituer une boîte à outils et de la mettre à disposition de tous ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, c'est fait pour être partagé. Notre expérimentation de l'INCa, elle s'arrête là, mais l'enjeu, c'est justement de généraliser et nous, on poursuit au centre, bien sûr, la prise en charge des patients en situation de handicap. C'est un vrai défi pour notre société, l'accès aux soins des patients en situation de handicap et encore plus le dépistage des cancers. Donc, si cette expérimentation permet que ce soit généralisé, je crois que ce sera un succès pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames. Oui. Alors, vous en avez parlé un petit peu à la fin, mais il y a des questions qui reviennent assez souvent. Est-ce que c'est une initiative unique et de quelle manière elle peut être essaimée ailleurs? Je vais peut-être laisser Camille répondre sur ça. Oui, alors unique, je sais pas parce que je connais pas toutes les actions qui ont lieu sur le territoire. En tout cas en Île-de-France, enfin, c'était un appel à projet de l'INCa et pour ça, ça a été assez unique. Et c'est vrai que grâce à cette aide de l'INCa, on a pu imaginer tout ce parcours. L'objectif, c'est que ce soit déployé, que ça puisse être reproductible. Et c'est vrai que tout ce temps projet, justement, c'est pour ça qu'on a cette boîte à outils pour essayer que ça soit diffusé et proposé ailleurs. Après, nous, on milite beaucoup, et on le redit ici aussi, pour que ce fameux temps supplémentaire médical, enfin, qui est quelque chose dans le droit commun, une reconnaissance, en tout cas, de consultation longue, un peu comme il y a au niveau du dentaire, pour la prise en charge des patients en situation de handicap. Et comme ça favoriserait aussi beaucoup les choses. Merci, mesdames, pour cette initiative assez passionnante. Je vais maintenant donner la parole à docteur Claire Chara-Bruno, qui est donc oncologue, radiothérapeute. Je le répète, vous êtes responsable du parcours de sein et du groupe handicap du comité bientraitance de l'Institut de cancérologie de Lorraine. Vous êtes également une spécialiste de l'information en FALC, donc on l'a dit tout à l'heure, facile à lire et à comprendre. Vous contribuez depuis plusieurs années au travail de Santé BD sur le cancer. Donc, j'aimerais que vous nous présentiez votre initiative et quelle est la mission de ce centre agréé de lutte contre le cancer. Bonjour. Alors oui, le Centre de lutte contre le cancer de Nancy est comme tous les centres de lutte contre le cancer de France, dédié au traitement des cancers en général, tout type de cancer, tout type de pathologie. C'est l'intérêt d'avoir un hôpital unique, un dossier médical unique et un traitement global des patients.
Au sein de notre établissement, on a un groupe qui existe depuis de nombreuses années, qui est intitulé Groupe Bientraitance. Et depuis 2019, on a cherché à améliorer l'accueil des patients en situation de handicap dans un sous-groupe, donc handicap du groupe Bientraitance dont je suis responsable. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de mener cette action? Alors, vous en avez parlé au début. Bien sûr que les patients finissent par arriver chez nous pour être traités, mais on voit que leur parcours a parfois été difficile pour arriver au diagnostic, hein, vous l'avez très bien dit, un retard diagnostique important, des tumeurs évoluées et des difficultés particulières à leur traitement, que ce soit en lien avec le stade élevé de la maladie ou par leur handicap. Donc, on a vraiment été sensibilisés à cette cause pour essayer au mieux, une fois qu'ils arrivent chez nous, de les accompagner dans ce traitement et d'avoir le maximum de chances de bons résultats ou de guérison. Alors, quels sont les 3 grands axes de cette démarche? Alors, les 3 grands axes, ça a été de développer des documents compréhensibles pour les patients, quels que soient leurs troubles de compréhension d'ailleurs. Ça a été de sensibiliser aussi l'ensemble du personnel aux particularités des patients en situation de handicap. Et puis un certain nombre d'actions qu'on verra peut-être dans les diapositives suivantes pour l'accueil concret en fait des patients concernés. Mais qui sont ces patients qui ont des besoins spécifiques? On parlait des personnes en situation de handicap, mais pas que. Non, alors oui, en effet. Alors on a tous les différents types de handicap, bien sûr, avec des questions tout simplement d'accessibilité. On a tous les handicaps sensoriels, visuels, auditifs, et puis on a le handicap mental, le déficit intellectuel. Et pour ça, on a aussi dans cette catégorie-là des personnes qui n'ont pas un handicap de naissance, on va dire, mais qui ont des troubles cognitifs, qui peuvent être liés à l'âge, tout simplement, ou à la maladie, puisque, par exemple, des métastases cérébrales peuvent donner des troubles de compréhension importants et donc les mêmes difficultés de communication que d'autres types de handicap. Alors, comment est-ce que vous parvenez à les identifier, ces patients? Donc, on a fait oui, un travail, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça, en fait, pour que l'anticipation des besoins de la personne soit faisable tout au long du parcours. Donc, on a constitué une partie de notre dossier médical informatisé qui est spécifique pour les personnes en situation de handicap. Donc, cela peut s'ouvrir quand on commence à créer l'observation de la personne ou quand une infirmière rencontre la personne ou même une secrétaire. Tout personnel du centre peut renseigner cette sous-partie du dossier médical en indiquant le type de handicap et les besoins de cette personne. Je crois que vous aviez des petites vidéos à nous, enfin des petites... Alors voilà, on a quelques diapositives. Voilà. Donc voilà sur notre dossier médical. Donc bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est très simple. On clique sur situation de handicap et puis toute une page s'ouvre et où on peut remplir en détail quel est le type de handicap concerné, quelles sont les personnes qui sont les aidants ou les tuteurs, tutrices de la personne et où elle habite, quels sont ses besoins spécifiques. D'accord. Alors une fois que le patient a été identifié, comment est-ce que vous les accompagnez concrètement? On a fait un gros effort sur l'information des patients parce qu'on avait beaucoup de documents d'information, mais qui n'étaient pas toujours très compréhensibles et surtout pas pour les personnes qui auraient des troubles cognitifs. Donc, on a profité, comme vous l'avez dit, des documents de santé BD puisque un certain nombre de documents étaient déjà constitués et pouvaient beaucoup nous aider, que ce soit autour des examens comme mammographie, scanner, etc. Très récemment, donc les BD Je suis soignée pour un cancer ou Mieux vivre avec mes traitements sont sortis et donc on va pouvoir s'appuyer sur elles également. Donc ça, on les a à disposition dans notre site intranet pour tout personnel qui le souhaite. Et puis, on a travaillé également pour créer nos propres documents, puisqu'on avait quelques documents assez spécifiques, par exemple sur la chirurgie ambulatoire, sur la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire quand il faut faire des prélèvements sous scanner ou échographie, les cathéters qu'il faut mettre en place pour faire la chimiothérapie. Donc, on a travaillé avec un ESAT de notre région, à Saverne, avec qui on a vraiment eu une relation excellente et qui nous ont transcrit en FALC ces différents éléments.
y compris un sur ma spécialité qui est la radiothérapie, qui peut faire un petit peu peur et donc d'avoir en image, comme vous le voyez, des photos de notre environnement, de nos machines, ça permettait, avant la venue des patients, d'en discuter, de le montrer à leur entourage et qu'ils aient un petit peu moins d'appréhension à venir nous voir. Et en quoi cette démarche de simplification, elle est importante dans votre métier de radiothérapeute? Oui, alors en radiothérapeute, c'est vrai que tous les troubles de compréhension, du comportement, etc., vont être extrêmement gênants pour réaliser les séances. Les personnes doivent rester immobiles. Vous pouvez deviner à peu près ici, par exemple, ou là, un appareil de radiothérapie. Et ces appareils-là sont impressionnants. Il faut que la personne soit capable de rester immobile sans bouger pendant bien 10 minutes, un quart d'heure. Et si elle bouge, ben, on risque d'irradier la mauvaise zone ou il peut y avoir des effets secondaires importants. Donc, c'est très, très important qu'on puisse les préparer et les accompagner au mieux pour faire ce traitement-là. Et on a profité également pour avoir un lien avec l'équipe ou la famille qui suit ces personnes. On a profité d'un autre document qui a été créé par l'association Oncodéfi basée à Montpellier, qui est un petit carnet de liaison tout simplement entre l'équipe médico-sociale et l'équipe de santé pour dire juste aujourd'hui la personne a beaucoup plus mal, il faut faire attention. Ou nous on peut dire bah, la séance s'est mal passée, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la séance de demain? Donc voilà, un certain nombre d'outils nous sont disponibles pour essayer de mener le traitement au bout du mieux possible. Vous vous appuyez également sur l'ISIO. De quoi s'agit-il? Alors, l'ISIO, c'est un module qu'on a acheté. C'est un module qui est en vente libre hein, pour tout hôpital ou tout site en général Internet. C'est un module qu'on rajoute et qui permet, pour les personnes qui le consultent et qui ont soit des problèmes de lecture, de dyslexie, qui ont des problèmes, par exemple, de daltonisme, de compréhension, ça permet d'améliorer, de changer, de modifier un petit peu les textes pour que ce soit plus accessible. Voilà, c'est un plus qui est intéressant, mais ça ne fait pas du tout de transcription Falc. Ça reste voilà, utile, mais un petit peu limité dans ses possibilités. On est bien d'accord, ça c'est un dispositif enfin, qui est disponible pour n'importe qui. Exactement, alors ça a un certain coût, ça s'achète, mais c'est toute entreprise, tout hôpital peut le mettre en association avec son site internet pour en faciliter la consultation pour certains types, pour les personnes épileptiques par exemple, il va y avoir moins de changements de couleur ou de couleurs violentes, voilà, des choses comme ça. D'accord. Vous avez d'autres actions à destination des patients? Oui. Alors, dans nos actions, on a créé ce qu'on a appelé une petite box handicap. Ça, c'est pour des personnes qui auraient un handicap mental, qui auraient du mal, par exemple, à patienter dans une salle d'attente. Alors, on a tout simplement des coloriages, de quoi s'occuper. On a une loupe grossissante. On a un petit peu de matériel pour l'hospitalisation, pour aider pour les personnes qui ont du mal à manger, des troubles moteurs. On peut avoir des bracelets qui peuvent permettre une alimentation un peu plus autonome. Voilà, ce sont des petites boxes qui sont disponibles dans tous les étages, dans tous les services, que ce soit hospitaliers ou techniques, à l'imagerie, en radiothérapie, pour les patients qui en auraient besoin. Excusez-moi, parce qu'on a une question sur le coût de l'ISIO. On nous demande est-ce que vous avez Alors, une idée? je voudrais pas vous dire de bêtises, parce que ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on l'a acheté. Je dirais autour de 10 000 euros, mais je suis pas très affirmative. D'accord. Donc, pour aller plus loin, vous mettez également à disposition des chambres pour les aidants. En quoi est-ce que c'est important? Oui, alors une chambre en particulier, en effet, pour quand une personne a besoin d'être hospitalisée, pour que son aidant puisse rester en hospitalisation avec elle. Alors ça existe dans tous les hôpitaux. Notre petite particularité, c'est qu'on offre la gratuité du séjour à l'accompagnant, ce qui n'est pas le cas partout et qui peut poser problème, puisqu'on sait que les familles de personnes en situation de handicap sont parfois en difficulté financière. Et puis surtout, c'est un état d'esprit pour dire que l'aidant est vraiment partie prenante du traitement de la personne, est vraiment notre partenaire. Et donc, on veut valoriser sa présence et lui faire entendre que c'est une chance pour nous d'avoir quelqu'un qui accompagne la personne. Ce projet donc a reçu un petit prix dans notre fédération des centres de lutte contre le cancer qui s'appelle Unicancer pour mettre en avant voilà la valeur de l'accompagnant dans la prise en charge du patient.
Est-ce que malgré tout, il y a des difficultés qui persistent et puis quels peuvent être les axes d'amélioration plus spécifiques pour certains handicaps? Les difficultés, c'est les troubles du comportement ou les troubles de l'expression des besoins qui sont très, très importants parce que ça va parfois limiter les traitements qu'on peut mettre en œuvre. Bon, une chirurgie, on est souvent, on a la possibilité de faire une opération, ça va être sous anesthésie générale. Il faut que la personne, bon, puisse la supporter et puis puisse, dans les suites opératoires, ne pas, je ne sais pas, j'allais dire ne pas arracher les pansements ou arracher la cicatrice. Bon, c'est une chose. Mais pour les autres traitements, radiothérapie, chimiothérapie, par exemple, il faut vraiment que la personne soit très très bien encadrée pour que les effets secondaires qu'elle pourrait ressentir, par exemple, nous soient communiqués et soient pris en charge. Pour, comme on l'a dit tout à l'heure, que la radiothérapie se passe bien, qu'on irradie la bonne zone et pas la mauvaise zone. Donc sur ce qui est trouble du comportement, on est vraiment en difficulté. Euh, Camille et Axel ont évoqué l'habituation aux soins, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore, mais nous, notre problème, c'est que le traitement du cancer est en général relativement urgent et l'habituation aux soins nécessite souvent quand même plusieurs semaines et c'est un peu en contradiction avec les besoins thérapeutiques. Donc, on se heurte encore quand même, malgré la bonne volonté, à des difficultés pour soigner certaines personnes. Alors, l'autre volet, c'est les actions de sensibilisation des personnels. Est-ce que les professionnels ont adhéré à ce projet et est-ce qu'ils ont trouvé un bénéfice dans leur pratique? Ah oui, oui, tout à fait. Dans le groupe Bientraitance, on est une vingtaine de professionnels de tout type de profession et de tout service. Et c'est vraiment un projet qui a embarqué tout le monde. On était tous très satisfaits parce que finalement, les personnes en situation de handicap arrivent chez nous pour se faire traiter. Et si on n'a pas anticipé leur venue, si on ne répond pas à ces besoins, on se trouve nous-mêmes en difficulté. Donc, il y avait un grand besoin de la part du personnel. Donc, tout le groupe Bientraitance a participé et la communication avec les autres membres des personnels s'est faite de façon tout à fait positive. On a bon, alors on a tout noté dans notre référentiel qualité interne pour que les personnes qui n'avaient pas travaillé les sujets puissent savoir quoi faire, quelle était la conduite à tenir face à telle ou telle situation. On a fait un petit quiz un peu ludique comme ça à la destination de l'ensemble du personnel pour leur rappeler un petit peu les actions qui avaient été faites. Et puis, on a également fait des formations de sensibilisation avec donc notre partenaire départemental pour la formation sur le handicap mental, c'est la EIM ou la DAPI 54, qui nous a fait des formations sur le handicap mental. On a été formé aussi sur la surdité et les particularités des personnes qui s'expriment en langue française des signes. Donc ça, c'était des expériences qui sont en cours, bien sûr, et qui vont continuer et qui sont très enrichissantes pour le personnel. D'accord. Je crois que vous avez aussi mis en place une banque d'images. Alors, on va utiliser en effet la banque d'images de Santé BD. On a utilisé aussi quelques images, par exemple, de Makaton, pour construire nos propres phrases ou nos propres documents qui reviennent régulièrement. Il y a des questions toutes bêtes, je ne sais pas, autour du menu, des repas, de ce que les gens aiment manger ou de leurs occupations ou voilà, de leur hygiène physique. Donc oui, c'est dans les projets de réaliser nos propres banques d'images pour la communication, en particulier dans les services d'hospitalisation. Alors, je vais poser la même question. Est-ce que c'est une démarche unique en France ou est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type? Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives actuellement de plus en plus de ce type. Au sein donc de notre association Unicancer, de l'ensemble de la Fédération des centres de lutte contre le cancer, on a un groupe spécialement dédié aux personnes en situation de handicap. On se réunit depuis maintenant 2 ans environ et on partage ensemble les initiatives des uns et des autres. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. On a cité donc Oncodéfi qui travaille plus sur la prévention et la formation des personnes en situation de handicap elles-mêmes vis-à-vis du dépistage des cancers. On a un centre comme Toulouse où ils ont vraiment fait toute une unité autour de l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc oui, je pense que ça bouge dans pas mal d'établissements. Il y a une expérience en Alsace grâce à notre réseau régional de cancérologie, une expérience aussi de formation et du monde de la santé et du monde médico-social, chacun aux caractéristiques de l'autre. Donc oui, beaucoup d'initiatives, mais bon, on a encore un peu de marge de progression, je pense, globalement, sur ce sujet.
Et ce modèle, il est facilement essaimable. Et comment est-ce que vous pourriez convaincre d'autres professionnels de vous suivre dans cette voie? Ben, cette voie, elle est gagnante-gagnante parce que si on ne l'apprend pas, de toute façon, on est nous-mêmes mis en difficulté. Donc, il faut. Je pense pas que ce soit difficile de convaincre, mais c'est plus de la méconnaissance et puis une méconnaissance des outils disponibles. Donc, en effet, le partage des outils, Santé BD en est un excellent exemple et fondamental. Et finalement, on a peur des coûts. Les coûts de tous ces outils sont très, très modestes. Par contre, et c'est souligné aussi par Camille et Axel, c'est le temps qu'on va passer avec ces personnes qui va être bien souvent plus important que le temps avec les autres patients, que ce soit pour réaliser un examen, faire une consultation, faire une thérapeutique. Et ça, il faut que ce soit valorisé parce que sinon, les centres ne peuvent pas non plus déployer des moyens inouïs sans avoir la valorisation en regard. Donc ça, Et c'est un vous, point très, très important, vous c'est valoriser disiez, le temps humain avec ces personnes. vous parliez d'un coût modéré, par exemple, sur une traduction en FALC, enfin facile à lire et à comprendre. Oui, c'est entre 1000 et 1500 euros pour créer un document entier de 30 à 35 pages. Donc, je trouve qu'à l'échelle d'un établissement hospitalier, franchement, c'est pas grand-chose. Le document, une fois qu'il est créé, on le distribue au nombre de patients qu'on veut. Donc, franchement, l'argument du coût pour créer des outils, une box handicap avec des crayons de couleur et de quoi faire attendre les personnes, franchement, c'est rien du tout. Mais le fait de savoir qu'une personne qui a des troubles de comportement ou par exemple un autisme aura énormément de mal à attendre dans une salle d'attente son tour, et si on peut s'arranger pour qu'elle soit prise à l'heure, que ce soit dans le calme, qu'il n'y ait pas d'agression entre guillemets sensorielle pour elle, eh ben ça va faciliter la consultation pour tout le monde et ça va permettre d'aller peut-être au bout du traitement. Alors que si on l'accueille mal, bah, cette personne risque de se braquer et de disparaître et de ne pas être traité du tout, hein. C'est vraiment primordial de les accueillir de façon adaptée à leur type de handicap. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà une première question pour vous. Vous avez fini votre intervention. C'est le moment de poser des questions, si vous en avez. Donc, pour vous, docteur, quelle prise en charge pour les personnes en situation de polyhandicap ou de maladie neurodégénérative? Alors, c'est la prise en charge dans l'ensemble doit être le plus possible proche des référentiels pour tout patient. Et ensuite, c'est tellement particulier qu'on va voir en fonction du type de cancer, du stade de ce cancer et de la personne elle-même, premièrement de son handicap, mais peut-être aussi des comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'elle a d'autres pathologies qui peuvent interférer, comme une maladie cardiaque ou d'autres maladies. Le traitement va lui être adapté. Mais sur le principe, il faut partir absolument du fait de la traiter comme toute autre personne qui se présenterait avec le même cancer. D'accord. Mais alors, donc, vous vous êtes entendus les unes et les autres. Est-ce que vous voyez un lien, un dénominateur commun dans vos actions? En quoi c'est encourageant? En quoi vous souhaiteriez SCB, convaincre? Enfin, quel retour vous avez sur vos initiatives réciproques? Ah bah moi, je suis très admirative de l'initiative que nous ont présentée Camille et Axel. C'est fondamental. Presque, ça devrait être ça qu'il faut développer en priorité parce que si on arrive à développer des actions de prévention et de dépistage précoce, on aura beaucoup, beaucoup de moins de mal à traiter ces personnes-là. Donc vraiment, il faudrait mettre le paquet sur le dépistage et la prévention pour limiter le plus possible les patients qui arrivent à des stades avancés de la maladie. Et franchement, cette initiative de faire tout dans la même journée, dans un même lieu, dans un petit cocon un petit peu dont comme on a l'impression, ça me paraît assez idéal. Et il faudrait vraiment que ce soit valorisé et dispersé dans toute la France. Ça, c'est vraiment une superbe initiative, je trouve. Alors, j'ai une question encore pour vous, docteur Bruno. Est-ce que tout le groupe Unicancer est impliqué dans cette démarche? Oui. Les 20 centres de lutte contre le cancer sont représentés dans nos réunions. On fait ça en visio, hein, on en a au moins 3 ou 4 par an. Donc oui, tout le monde est concerné. D'accord. Camille et Axel, vous voulez réagir sur le témoignage de Claire? Bah, merci, parce que c'est vrai on croit beaucoup en ce projet.
Et c'est vrai que ce qu'on observe quand même, c'est que les médecins, alors moi je suis médecin généraliste, donc forcément médecin traitant, et que ces patients-là, probablement, ils sont beaucoup suivis pour le curatif et très peu pour le préventif. Donc, et c'est pas que les médecins n'ont pas le temps, mais je pense qu'ils ont, il y a tellement de sujets à aborder que c'est plus difficile de les suivre, que le médecin traitant puisse les suivre. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faudrait multiplier ce genre d'initiatives. Et d'ailleurs, bah, si parmi les personnes qui nous écoutent, vous en avez entendu parler autre part, nous, ça nous intéresse d'être en lien aussi pour échanger avec bah, d'autres centres de santé de ville ou des médecins libéraux qui pourraient un petit peu être ouverts à ce genre de dépistage, quoi, au sens large. Mm. Pour ceux qui souhaitent vous contacter, on rappelle que un replay sera bientôt disponible et puis donc toutes les questions du chat obtiendront des réponses via le site handyconnect.fr dans la rubrique accès à l'expertise. Pour conclure ce webinaire, je vous encourage à répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Ça vous prendra à peine 30 secondes. Vous recevrez le lien. On voudrait également remercier à nouveau les partenaires sans qui Coactis ne pourrait pas déployer ces précieuses actions. S'il y a moyen voilà, ils y sont, c'est parfait. Nos prochains webinaires, le 13 mai sur l'épilepsie sévère, le 30 septembre sur les personnes handicapées vieillissantes, donc ça sera toujours de 13 à 14 heures. Et bon, je l'ai dit, le replay sera dispo et vous recevrez par mail toutes les ressources citées aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre participation, à nos spectateurs, à nos expertes, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.